on a le plaisir de recevoir ce soir Sylvain Charlet, qui est journaliste à France Bleu Nord et qui est animateur de Tribune Nord, l'émission du lundi soir. Bonsoir Sylvain. Salut à tous, merci pour l'invitation. Alors moi, je suis un habitué puisque je regardais 45 minutes quand ça a été lancé sur France 3, avant que ce soit France 3 et France Bleu Nord, puisque moi, de ce que j'ai compris, c'est que Tribune Nord était l'émanation de cette émission 45 minutes, puisqu'on a retrouvé en gros les mêmes invités, etc. Et c'est important pour des gens comme moi, expatriés à Paris, de garder ce lien-là, parce que aller acheter La Voix des Sports au kiosque, c'est pas évident. Donc forcément, il nous reste des émissions télé, des émissions radio. Donc ce lien entre nous et le Nord-Pas-de-Calais et le football du Nord-Pas-de-Calais, il est important. Si tu devais définir aujourd'hui Tribune Nord, comment tu le définirais ? Tribune Nord, la complexité, c'est de réussir à parler de tous nos clubs majeurs. On est obligé de faire des choix. On crée forcément des frustrations. Le jour où je reçois Arnaud Pouille, forcément, les Lillois, les Valenciennois, les Dunkerquois me tombent dessus. Le jour où je parle pendant 45 minutes du LOSC à travers différentes chroniques, tous les autres me tombent dessus. Bon, voilà. Après, ce qu'il faut que les gens aient conscience désormais, c'est que la manière de couvrir le sport a changé sur France Bleu Nord. Pour beaucoup, il n'y avait que Tribune Nord. Mais là, depuis plusieurs mois, Radio France a changé de politique, c'est-à-dire que tous les soirs, désormais, dans le Nord, entre 19h et 20h, on parle de foot, on parle de sport. Donc oui, il y a Tribune Nord le lundi, mais il y a aussi 100% Club Sti, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et la couverture des matchs le week-end avec un avant-match, le match et un après-match où vous avez les conférences de presse en direct. Donc voilà, il faut bien prendre en considération ça, c'est que désormais, le traitement de l'actu est quotidien et Tribune Nord entre dans cette nouvelle politique. Je peux pas de toute façon te le reprocher plus que ça, puisque c'est dans la droite lignée de ce que fait la presse quotidienne régionale. C'est-à-dire que le même lundi, on parle du 9 novembre, le titre de La Voix des Sports, qui est le partenaire de France Bleu Nord pour Tribune Nord. La Voix des Sports titre Retour aux affaires, avec une photo de RC Lens qui prend quasiment toute la couverture, et un petit encart en bas avec une photo de Bourak titrée Retour sur Terre. C'est-à-dire que le jeudi, on gagne 3-0 à Milan. La couverture de La Voix des Sports, ça n'est pas cet exploit majeur du football français, tu vois. Quelle était la couverture de La Voix du Nord le jeudi ? C'était bien le LOSC à la une. Mais oui, mais c'est quoi l'hebdomadaire du sport régional ? Hebdomadaire du sport régional. C'est marqué en dessous, il y a marqué La Voix des Sports, l'hebdo du sport régional. Baptiste, tu veux rajouter quelque chose ? Non, moi je voulais dire, c'est une émission qui a bercé mon enfance. Après, bien sûr, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'elle s'est bien améliorée d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'écoute depuis, je vais dire 5-6 ans, franchement, et c'est vrai qu'avec les lives Facebook, qui est un super travail d'ailleurs, avec une interaction avec les supporters et les viewers sur le chat Facebook aussi, et aussi avec un super but de parler des clubs de la région, c'est vrai qu'on peut le mettre en avant ça, et surtout c'est tous les matchs commentés avec un before, un after, ce qui n'était pas le cas, je me rappelle, il y a 1, 2, 3 ans, où je me rappelle, il y avait un match de Lille ou de Lens, et c'est vrai que cette amélioration, il faut quand même la noter. Merci Baptiste. C'était pas le cas, c'est une provocation de dire ça, c'est parce que Christian traitait de toute l'actualité de la semaine, c'est pour ça que tu dis ça. Vous m'avez pourri mon timing de l'émission, il est déjà 20h55, on va passer à la première partie. Donc première partie, qu'est-ce que c'est que ce match ? Un retour sur Lille-Brest, donc on a titré un point face à un mur breton, un match assez particulier. Qu'avez-vous pensé de ce match ? On va passer d'abord la parole à Baptiste. Baptiste, on ne te voit pas, alors tu vas parler. Ouais, déjà, je voulais dire que ce match, il était un peu catastrophique. C'est vrai que, je vais ressortir 2-3 stats quand même, parce que Lille a 69% de possession. C'est vrai que c'est jamais arrivé d'avoir une possession aussi grosse du côté du LOSC cette saison, si je dis pas de bêtises. On a eu 14 tirs, donc c'est un peu dans la moyenne, mais on a eu 0 tir cadré. C'est jamais arrivé depuis avril 2019. Rendez-vous compte. C'est, pour moi, je vais pas dire honteux, mais presque pour un leader de ne pas cadrer un seul tir. Alors certes, on peut dire que c'était un bus du côté de Brest, il n'y a pas de souci, mais ce ne sera pas la première ni la dernière fois. Et il faut vraiment trouver la faille, il faut plus cadrer. Et c'est vrai que ce match contre Brest, c'est malheureusement 0-0, surtout qu'en plus, Lyon était tenu en échec à Montpellier et que Monaco était tenu aussi
en échec avec un match nul 2-2 contre Monaco. Donc, c'était vraiment le moment de reprendre des points. J'ai du mal. Non, mais en fait, on ne sait pas jouer contre des blocs bas. On avait déjà vu contre Lyon, quand Lyon réduit à 10. On n'arrive pas à jouer parce que, pour moi, il y a un manque d'audace. Il y a un manque. Bizarrement, il y a même un manque d'individualisme parfois. C'est-à-dire que des mecs comme Iconé qui peuvent dribbler 5 personnes à 30 mètres du but, il faudrait qu'ils en dribblent 1 ou 2 dans les 20 mètres. Il faudrait qu'ils essaient d'y aller dans la surface, de rentrer, de faire peur. Et c'est ce qui avait manqué. On a bien vu que c'était une bouillie tout le match. Même la fin du match, Brest, en plus, le Brestois est fourbe. Au match aller, ils attaquent à tout va. Au match retour, ils sont tous devant leur but. Les mecs, quand même, faut pas déconner. Là, par contre, si on veut être au niveau en rouge jusqu'à la fin de l'année, il faut absolument qu'on prenne l'initiative et qu'on y aille. Il faut arrêter de passer la balle aux copains en espérant que ce sera l'autre qui fasse un exploit. Ils n'avaient pas du tout préparé ce match. Ils s'attendaient pas à un bloc si bas. Donc forcément, quand tu t'attends à un match tout feu tout flamme, que tu as préparé ta semaine en fonction et que tu arrives et que tu vois un bus garé dans la surface de réparation, c'est étrange. C'est qu'on a toujours la meilleure défense de France, puisque après 25 journées, on a encaissé que 15 buts. Donc ça, c'est quand même très chouette, surtout que Botman ne jouait pas, tu vois. Donc on reste solide, on a eu le ballon, on a su le garder, on a mis un pressing énorme et le coach brestois l'a dit, il a dit on n'a jamais vécu un pressing tellement fort cette saison en Ligue 1, sauf qu'on n'a pas été efficace. Bourak avec son vice, avec sa capacité à prendre les ballons n'importe comment, parce qu'on sait très bien que Bourak, il n'en a rien à foutre de la manière dont il prend le ballon et de la manière dont il va marquer. Lui, son truc, c'est de marquer et c'est d'aller au but. Il manque, tu vois, ce côté un peu sale, le côté joueur un peu dirty qui s'en fout, mais qui veut marquer coûte que coûte. Ce qu'incarne Bourak, là, ça manquait. Et je pense qu'avec un gars comme ça, on faisait sauter le coffre-fort. Et il nous manque beaucoup sur ce type de match. C'est la colère de Galtier en fin de match. Alors évidemment, je ne pense pas que s'il y avait eu une rallonge de temps additionnel, ça aurait forcément changé grand-chose. Mais je trouve quand même étrange dans un match où il y a eu 4 remplacements, avant ça, où il y en a 2 autres plus un blessé, qu'on ait que 3 minutes de temps additionnel. Et je pense qu'un arbitre, par-delà le résultat, ça doit être aussi le garant du beau jeu. Et là, finalement, en ne mettant pas de minutes en plus, il a cautionné finalement tout l'anti-jeu. Là, je ne sais pas pourquoi 3 minutes. Est-ce que l'arbitre n'est pas payé pour 16 heures supplémentaires? J'en sais rien. Mais je trouve quand même que... je comprends la colère. Simplement, je veux dire, en tant qu'amateur de beau jeu, je pense que la moindre des choses, c'est d'aller dans le sens de l'équipe qui joue et pas de celle qui bétonne. Quelque part, oui, je pense que les Lillois et Galtier avaient en tête la prépa du match face à l'Ajax. L'enchaînement des matchs tous les 3-4 jours, c'est vraiment quelque chose de très complexe à gérer. Lundi soir, d'ailleurs, dans Tribune Nord, c'est Joël Domenighetti qui avait une bonne remarque sur Renato Sanchez, en fait, qui disait mais pourquoi on lance pas vraiment dans le grand bain Renato? Il est de retour. Là, sur les 5 derniers matchs, il n'a débuté qu'une seule fois, comme si on le surprotégeait avant d'aller à l'Ajax. Et c'est peut-être un des joueurs qui a manqué pour faire les différences. Parce que pour moi, Renato, c'est le seul joueur aujourd'hui de classe internationale dans cette équipe qui peut faire des différences assez incroyables. Et un vrai Renato, peut-être qu'il aurait fait des différences face à Brest. Dalloglio disait en gros, c'est l'intensité défensive lilloise et le pressing de l'équipe de Galtier qui nous a contraints à jouer si bas. En fait, on était incapable de ressortir le ballon. Donc c'est quand même une note positive, c'est que les Lillois sont toujours capables de mettre cette intensité défensive en défendant haut. Mais après, ils ont été mal inspirés. Je pense qu'ils auraient pu jouer 10 heures, ils n'auraient pas marqué face à Brest, en fait. L'autre, c'est là, il manque Bourak. Ils disent, c'est vrai que, comme j'avais dit lors du match, il manque un exploit individuel, je pense. C'est ça qui manquait. Un joueur comme Bourak qui aurait pu sortir un dribble ou n'importe quoi venu de nulle part ou un tir de loin. Et c'était dedans. Il n'y a que lui qui pouvait faire ça sur ce match-là. Je voulais revenir quand même sur l'exploit de la soirée. C'est celui de Sven Botman qui a réussi à battre le record de vitesse de la traversée de la Manche, Lille-Angleterre, le tout en direct devant les caméras, en exclusivité de Canal+. C'était vraiment un exploit remarquable. Après, il faut toujours prendre ces infos mercato avec des pincettes, parce que beaucoup de gens mentent sur le mercato. Peut-être qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se finaliser, mais toujours est-il que dans les faits, dimanche soir, l'agent a d'abord démenti à Simone Rovera, l'ancien journaliste de Téléfoot, et nous, dans le même temps, j'ai échangé par texto avec le président, qui m'a démenti
le moindre contact. Voilà, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a rien. Mais ça ne veut pas dire qu'en sous-main, il n'y a pas des négociations qui se poursuivent parce que depuis cet hiver, on parle de Sven Botman au Bayern, on parle de Sven Botman à Liverpool. Donc oui, je pense que cet été, il y aura des choses très concrètes. Mais là, en l'occurrence, parler d'une vente, c'était du grand n'importe quoi dimanche soir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de journalistes ne fonctionnent qu'avec une seule source sur une info. Moi, j'ai toujours appris que quand vous avez une bonne source, même si elle est bonne, il faut toujours vérifier vos informations. Voilà. Après, on peut avoir de très bons indices, entre guillemets. Mais voilà, il faut toujours vérifier, toujours avoir la certitude. Là on est dans l'immédiateté, dans la rapidité pour être le premier et au final, ça se transforme en bad buzz. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de journalistes, de jeunes journalistes, de journalistes expérimentés qui tombent dans ce travers. Et c'est vraiment dommageable pour notre profession et pour l'image de notre profession parce que voilà, on paie tous les pots cassés pour les erreurs d'autres. Ajax, l'heure du grand rendez-vous. Voilà, il est l'heure, le 18 février, c'est la semaine prochaine, c'est même cette semaine, pardon. C'est cette semaine. Le 18 février, c'est cette semaine. Je le refais pour le montage du résumé. Donc le 18 février, c'est cette semaine. Le rendez-vous avec l'Ajax qui caracole en tête de l'Eredivisie, le championnat néerlandais. Un rendez-vous sous forme de revanche, donc nos adversaires de la Ligue des Champions l'année dernière. Qu'attendez-vous de ce match ? Pour moi, ça va être un match plus équilibré que l'année dernière. Rappelons que les absents, quand même, du côté de l'Ajax, il y a Onana, donc pour suspension à l'heure non inscrit, et il y a la perle, le jeune Gravenberch, qui sera suspendu. Du côté de Lille, du coup, il y aura Benjamin André et Cheka. Mais j'ai souvenir d'un beau match du LOSC, tu vois, on prend 3-0 et j'ai souvenir d'un beau match du LOSC. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir à les voir jouer dans les tribunes et donc je me suis amusé tout à l'heure à regarder un peu quelle était la composition de ce match aller, même si c'était à Amsterdam, et j'ai noté 10 joueurs, en comptant les mecs qui étaient rentrés en jeu, 10 joueurs qui, normalement, joueront jeudi. Donc, sur les 11 mecs que tu auras sur le terrain jeudi, tu en as 10 qui ont fait ce match aller. En termes de vécu, je pense qu'ils ont appris. Ils n'ont pas peur. On sait qu'un match aller comme ça à l'extérieur, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Être compact, être solide, surtout ne pas prendre de but. Et c'est notre grosse qualité. On peut se foutre de nous en disant ils jouent mal, ils savent plus jouer, machin, tout ce qu'on veut. On est extrêmement solide. On est la meilleure défense du championnat de France à égalité avec le PSG. Anouar El Ghazi qui a donné une interview et qui a dit c'est ce que l'Ajax aime le moins faire, défendre contre des équipes qui sont forts et rapides en contre-attaque. Moi, je me rappelle du début de match à l'Ajax où il y a ce penalty manifeste sur Osimhen qui n'est pas sifflé et on s'énerve un peu. Et derrière, on perd un peu nos moyens pendant 10 minutes, on en prend un. Et après, voilà, c'est vraiment de la naïveté, comme disait Julien. Et au match retour, on se prend le premier but qu'on prend, on prend au bout de 2 minutes de jeu, je crois, sur une touche. Enfin, non, peut-être pas 2 minutes de jeu, mais on se prend le premier but sur une touche, mais une touche à 2 balles, quoi. Parce qu'on discute avec l'arbitre, on discute avec un joueur, le mec qui fait une touche derrière, il sent à Ziyech qui marque. Ben, tu dis, c'est pas possible. Et le match retour, pas oublier non plus qu'il y avait surtout de l'enjeu pour l'Ajax. Nous, on était sortis, on n'avait plus rien à gagner dans cette compète, alors que jouer leur peau, vraiment, c'était à l'arrache sur les 3 premières places. Donc le match retour, à la limite, il n'a pas pour moi grande valeur. Je dis. Depuis le début, cette Ligue Europe, c'est un régal. Les affiches, le Celtic, le Milan, même le Sparta, c'est sympa. Là, l'Ajax, c'est quand même un nom du football européen. Alors, ce n'est plus l'Ajax de la saison dernière. Donc, je vous rejoins. Lille a vraiment ses chances. Et après, en effet, c'est une équipe qui est habituée à jouer au ballon, qui n'aime pas défendre. Donc, je pense que sur ce match aller à domicile, il ne va pas falloir s'ouvrir, mais ça, Galtier sait très bien le faire, bien contrôler défensivement. Ça va être un bon test pour la défense lilloise et ça va être aussi un bon test pour la défense, pour l'attaque lilloise, parce qu'il y aura des opportunités. C'est une équipe lorientaise en ce moment qui est en pleine bourre, qui a battu Paris, qui a fait un bon résultat, et j'ai regardé avec la manière à Monaco. Et voilà, ça vient se greffer entre 2 rendez-vous majeurs contre l'Ajax. Forcément, mais je me dis que c'est tellement pas rassurant que j'espère que le staff va en prendre conscience, quoi. Donc, je pars du principe que c'est une équipe qui nous réussit bien. Enfin, c'est quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette stat qui était incroyable, à 31 tirs au but, dont 13 cadrés lors du match aller. C'était phénoménal, ça a vraiment été une leçon. Et je me souviens de l'émission qu'on a faite ensemble où on a dit franchement 4-0, c'est pas bien payé. Vous vous rappelez un peu? C'était fou de se dire ça. J'ai vraiment ce sentiment que Brest, c'est un épiphénomène et qu'on va gagner contre Lorient, parce que je vois pas comment on peut pas gagner contre une équipe comme Lorient, quoi.
Ils ont un entraîneur que j'aime beaucoup aussi, qui fait du bon travail et qui fait jouer ses équipes. Voilà, donc, même quand ils étaient pas un peu au fond, ils jouaient. Ça, c'est pas le genre. D'ailleurs, dans le Lyon, à un moment, ils jouent. Hein. Il nous a fait une saloperie. Là. Leurs 2 derniers résultats et même leur dernier mois est loin d'être mauvais, qui sont sur une bonne pente. Et que c'est le moment ou jamais de les battre pour dire bon voilà, maintenant vous êtes bien en confiance. Comme disait Georges, 1-0 ou 2, moi ça me va aussi. Hein. Moi, je ne m'attends pas à ce que Lorient ouvre. Hein. Lorient va souffrir. Lorient va subir la grosse intensité, l'agressivité offensive des Lillois avec ce pressing haut. Mais attention dans le dos. Attention dans le dos parce que Baptiste le disait, le petit Mofi, il est en feu. Le petit Wissa également, il a retrouvé son football qui avait fait de lui l'un des meilleurs joueurs de la Ligue 2 la saison dernière. Donc attention, ces deux-là, ça peut se projeter très très vite. Et ces deux-là ont fait très mal en contre à Monaco. Ils ont fait très très mal au Paris Saint-Germain.